Chers compatriotes, ces derniers temps, je commence toujours mes vidéos par vous dire que notre pays fait face à une situation catastrophique. Et chaque jour, le régime d'Alpha Condé nous en donne encore plus de raisons pour le dire. Tant notre pays est en train de chavirer entre une crise sanitaire aiguë, une crise politique et institutionnelle et une crise économique latente. Je vous avais dit aussi qu'on a froid dans le dos quand on voit la manière cavalière par laquelle les autorités sont en train de piloter ces différentes crises. La crise sanitaire est celle qui nous préoccupe le plus en ce moment, du fait de son imprévisibilité et des risques liés aux nombreuses pertes en vies humaines. Elle requiert un élan de solidarité de la part de chaque Guinéen et le président de la République a fait appel à l'union sacrée de toutes les composantes de la nation pour vaincre l'épidémie. Qu'à cela ne tienne, nous lui avons dit que nous n'accorderons pas un passe-droit à l'incompétence, à la corruption ou à la violation des droits humains. Aujourd'hui, on est frappé par l'amateurisme dont on fait montre au plus haut sommet de l'État pour venir à bout du Covid-19. Que ce soit à la présidence de la République, à la primature ou à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il y a une telle opacité, une telle désorganisation et une telle lenteur dans la prise de décision qu'on n'a aucune visibilité sur la situation sur le terrain. Entre-temps, un virus qu'on aurait dû éradiquer très tôt est en train de gagner du terrain aux grandes dames des populations guinéennes. Le mal commence déjà à la présidence de la République où Alpha Condé fait une micro-gestion de la crise sanitaire. Il se mêle de tout et donne des directives sur les plus petits détails, alors que ceci n'est pas son rôle. Il convoque les médecins à la présidence ou organise des visioconférences avec eux pour soi-disant déceler les failles et les insuffisances. Ce travail n'est pas le sien et il devrait se garder d'organiser de tels débats avec les médecins. C'est le ministre de la Santé ou le directeur de l'ANSS qui doivent se livrer à un tel exercice. Dites-moi, il y a combien de niveaux d'autorité dans la chaîne de commandement entre ces vaillants médecins et le président Alpha Condé? Pourquoi le fait-il? Est-ce parce qu'il ne fait aucune confiance aux hommes qu'il a lui-même nommés? Pourquoi sont-ils là alors? Voyez le cas du ministre de la Santé, qui n'est que l'ombre de lui-même dans cette affaire de Covid-19 et qui se contente de jouer les figurants alors qu'il devrait être l'homme de pointe. Il se laisse disputer ce rôle par le directeur de l'ANSS. Dr Sakoba Keita, qui s'était mis en tête qu'il n'a de comptes à rendre qu'à Alpha Condé, qui, il faut le reconnaître, est en premier lieu responsable de ce conflit de compétences. Dr Sakoba Keita est aujourd'hui alité, malade du Covid-19. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Mais il faut dire que cela a été une erreur de l'avoir choisi encore une fois comme le directeur de l'ANSS chargé de la lutte contre la propagation du coronavirus. Oui, parce qu'il a déjà été à la pointe du combat
contre l'épidémie d'Ebola et il a fait ses preuves, tant bien que mal. Pour cette nouvelle épidémie de coronavirus, il devait passer le flambeau à une autre personne qui, elle aussi, aurait saisi l'occasion pour faire ses preuves et apporter sa modeste contribution au pays. Arrêtons de surestimer les rôles des uns et des autres ou de faire croire à certains qu'ils sont irremplaçables. Cela nous éviterait dans bien des cas ces guerres d'ego. Personne n'est indispensable. Mais là aussi, il ne faut blâmer ni le ministre de la Santé, ni le directeur de l'ANSS, car Alpha Condé est le principal responsable. Il est au four et au moulin. Et s'il n'y prend garde, c'est le même sort qui attend le conseil scientifique. Depuis qu'il a nommé les membres de ce conseil, personne n'a entendu parler d'eux. Il y a eu une seule séance de travail et depuis ce silence radio. Alors qu'il devrait les consulter régulièrement et faire part de leurs recommandations et propositions au peuple de Guinée. C'est bien avec cela qu'ils devraient travailler le plus. Mais où sont-ils? Que font-ils? Et que nous proposent-ils? Que faut-il faire pour briser la chaîne de contamination et arrêter la propagation du virus? Que faut-il faire pour le renforcement de nos capacités en matière de prise en charge des malades, en matière de dépistage à grande échelle et de suivi des contacts? À quand la reprise des cours pour les élèves et les étudiants? À quand la fin du couvre-feu? Et quelles dispositions du point de vue épidémiologique faut-il prendre à l'avenir? Voilà tant de questions sur lesquelles le conseil scientifique doit se pencher et nous faire des recommandations. À ce jour, il n'y a aucune visibilité sur la situation en cours, si ce n'est des tâtonnements, des essais et erreurs, voire quelques corrections. Même si beaucoup de choses restent à découvrir sur ce virus invisible, nous devons être au moins situés sur la marche à suivre. Or, à voir comment les choses évoluent, on semble verser encore une fois dans un mimétisme intellectuel à reproduire in extenso ce que les autres font chez eux, même si les réalités sont différentes. Les décisions et les mesures à prendre doivent être le résultat d'une analyse empirique de l'évolution de la maladie sur le terrain et non s'appuyer sur une théorie ou le raisonnement. Alors, quand on est en face d'une épidémie due à un virus si inconnu, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Premièrement, que sait-on de cette épidémie et que ne sait-on pas? Deuxièmement, que disent les chiffres et quelles projections peut-on faire? Troisièmement, quelles sont les ressources disponibles pour combattre l'épidémie? Quatrièmement, quelles sont les mesures concrètes à prendre pour briser la chaîne de contamination et éradiquer l'épidémie? Cinquièmement, quelles leçons faut-il tirer et quelles dispositions faut-il prendre pour éviter une résurgence de la maladie? Avec votre indulgence, nous allons donc tenter de répondre sommairement à chacune de ces questions. La première question, que sait-on de cette épidémie? Mais même si on ne sait pas exactement comment ce virus est né, nous savons tous que cette pandémie a commencé en Chine pour se répandre rapidement à travers le monde. Aucun continent n'est aujourd'hui épargné. Nous savons tous aussi
comment le virus est arrivé en Guinée? Il a été importé puisque les premiers cas testés positifs ont été identifiés et la patiente 0 avait séjourné à l'extérieur. C'est pourquoi il fallait très tôt et très rapidement fermer tous les points d'entrée du territoire ou en tout cas y appliquer une vigilance accrue. L'aéroport, le port, les frontières terrestres. Mais cela n'a pas été fait. Malheureusement, tous ceux qui ont été contaminés après l'ont été soit au retour d'un voyage, soit après avoir été en contact avec un porteur de virus ayant séjourné à l'extérieur. Bref, c'est donc un virus d'origine étrangère et il fallait le traiter en tant que tel. Mais avec le laxisme des autorités, on a demandé aux Guinéens de participer à un double scrutin législatif et référendaire, au cours duquel on a noté la présence de quelques observateurs étrangers. Dieu seul sait combien de personnes ont pu être infectées lors de ce scrutin. Un gouvernement responsable et soucieux de la santé des Guinéens aurait donc vite fait d'interdire l'entrée du territoire aux étrangers. Mais cela n'a pas été fait. Nous savons aussi que la trajectoire du virus est très différente en Afrique que celle observée sur d'autres continents, Europe, Amérique ou Asie. Les hautes températures désactivent le virus. Son milieu idéal reste les zones où la température est modérée et le climat humide. Il ne résiste pas longtemps au climat chaud et sec. Une température de 56 degrés pendant 30 minutes rend les virus inactifs. Il est clair donc que la charge virale du virus est beaucoup réduite en Afrique qu'ailleurs. Ce qu'on ne sait pas est le remède qu'il faut pour tuer le virus. À l'heure où nous sommes, il n'y a pas de vaccin disponible. Et on ne sait pas non plus avec certitude si les personnes infectées peuvent développer une immunité après leur guérison. Personne ne sait donc au juste jusqu'à quand ce virus va se promener parmi nous. Venons dans la deuxième question. Que disent les chiffres et quelles projections peut-on faire? Au mercredi 29 avril, nous avions 1351 cas confirmés avec 313 rétablis et 7 décès. Il y a 1031 hospitalisés avec 23% de taux de rétablissement et 0,5% de taux de mortalité. Ces chiffres alarmants à première vue suscitent la panique chez certains qui pensent que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Or, on est loin encore d'arriver à ce point. Ce qui les inquiète le plus, c'est la progression exponentielle du nombre de cas confirmés depuis le 19 mars, quand la Guinée n'enregistrait que 2 cas. Sur les 1351 cas confirmés, il y a eu 111 nouveaux cas après la dernière mise à jour. Cela indique clairement qu'il y a assez de personnes qui sont en train d'être infectées et que la chaîne de contamination reste très active. Mais un tableau de bord nous dit tout ce que nous voulons savoir. Alors moi, quand je regarde ce tableau, c'est le taux de mortalité sur lequel je m'attarde le plus. Dans une épidémie non contrôlée, mal gérée, on ne peut
empêcher les gens de tomber malades. Mais si le taux de mortalité est faible et maîtrisé, c'est qu'on est encore loin de l'hécatombe. Avec 7 décès et un taux de mortalité de 0,5%, on s'en sort plutôt bien. N'oublions pas que la moyenne internationale du taux de létalité de ce virus est de 4%. Le deuxième chiffre qui m'intéresse est le taux de rétablissement qui est de l'ordre de 23%. Ce qui n'est pas si mal, car au moins un quart de personnes hospitalisées guérissent dans les délais impartis. Ce qui n'est pas tout à fait en dehors des normes internationales. Plus de 80% des cas de coronavirus à travers le monde sont bénins et modérés. Environ 15% sont graves et 5% sont critiques. Le troisième chiffre que je scrute attentivement est celui du nombre d'hospitalisés. Sur les 1351 cas confirmés, 1031 sont hospitalisés. Cela me dit clairement qu'il y a une demande de plus en plus élevée pour des lits d'hôpital et de prise en charge. Là se pose la question du renforcement des capacités. Le troisième point sur lequel je voudrais m'étendre, et la question est: quelles sont les ressources disponibles pour combattre l'épidémie? Sur ce point, la première chose à laquelle il faut penser est la disponibilité des lits de malades, qu'on soit symptomatique ou asymptomatique. Tous les testés positifs doivent être pris en charge. Or, sur ce chapitre, il y a de sérieuses insuffisances. Nous n'avons pas assez de lits et les 3 centres retenus, Donka, le CTE de Nongo et le camp Alfaya, ne peuvent combler la demande. Il faut soit ouvrir des hôpitaux de campagne, et les sites ne manquent pas pour cela, ou réquisitionner certains hôtels. Ce qui n'est pas sans difficulté. Si cela n'a pas été fait encore, c'est parce que le financement n'a pas été sécurisé. À ce qu'on voit, l'argent n'est pas encore disponible. Or, on a vu toutes les péripéties et la saga autour du plan de riposte économique proposé par le Premier ministre. À cause des erreurs et autres imperfections qu'il contient, le plan n'a pas encore été approuvé par la Banque mondiale. Le décaissement tarde et pendant ce temps, les Guinéens malades s'entassent par dizaines dans des halls de fortune. Et quelle est cette idée de construire uniquement des hôtels 5 étoiles qui seront difficiles à réquisitionner? On avait plutôt besoin des hôtels à 3 étoiles que ces hôtels de luxe hors de portée de la bourse de Guinée moyenne. Toujours dans le volet des ressources, il faut s'assurer qu'on a en main assez de personnel soignant et d'auxiliaires convenablement rémunérés. Mais quand on sait que nous n'avons que 10 médecins pour 100 000 personnes, il y a là clairement un manque à gagner. Encore, faut-il que les fonds soient disponibles. Rien ne pourra être maîtrisé si nous n'avons pas assez d'argent pour faire face à l'achat de médicaments, à l'achat des masques et de l'équipement médical. C'est pourquoi le retard accumulé dans la mise en œuvre du plan de riposte économique
va avoir de fâcheuses conséquences sur de nombreux malades. Venons-en maintenant à la quatrième question. Quelles sont les mesures concrètes pour éradiquer l'épidémie? Nous le savons tous. Pour freiner l'épidémie et briser la chaîne de contamination, les mesures barrières constituent la première étape. Lavage des mains, distanciation sociale, tousser dans le pli du coude. On y a ajouté des mesures supplémentaires. Fermeture des écoles, des lieux de culte, des lieux de loisirs, interdiction de regroupement de plus de 20 personnes, port obligatoire du masque barrière dans les lieux publics et mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. De bonnes mesures dans l'ensemble, si elles sont rigoureusement suivies et appliquées. Mais vu la progression de la maladie et ce que les chiffres révèlent, toutes ces mesures ne seront pas suffisantes. Deux autres sont absolument nécessaires. Un dépistage plus agressif des populations et un confinement intégral du foyer de contamination. Pour ce qui est du premier, il est clair qu'il sera difficile, voire impossible, de procéder à un dépistage massif de la population, vu que nous n'avons pas assez de kits et nos moyens sont limités. Mais il faut penser à accroître nos capacités dans ce domaine, en y mettant les moyens nécessaires et en sollicitant l'assistance de nos partenaires étrangers. Pour le second, il est clair que la ville de Conakry est le plus grand foyer de contamination du pays. Il faut donc isoler la zone du reste du pays. Des dispositions ont déjà été prises dans ce sens, mais il faut davantage les renforcer. Sinon, la maladie va rapidement se répandre à l'intérieur du pays et les structures sanitaires seront vite débordées. Je reste dubitatif sur les mesures visant à confiner les populations à l'intérieur du foyer de contamination. Vu le contexte socio-culturel et la précarité dans laquelle vivent les populations, ce sera une mesure impossible à réaliser. Un confinement de la population causera plus de dégâts que la maladie elle-même. Venons-en maintenant à la cinquième question. Quelles leçons faut-il tirer et quelles dispositions faut-il prendre pour éviter une résurgence de la maladie? En suivant la trajectoire de la pandémie du coronavirus à travers le monde, les leçons suivantes s'imposent à nous. Quand on est confronté à une épidémie d'une telle ampleur, il faut agir vite et de manière décisive. Les mesures barrières doivent être prises aussitôt. Il faut interdire l'entrée sur son territoire de tout voyageur en provenance d'un foyer de contamination. Il faut prévoir un dépistage à grande échelle et tout cas suspect ou positif doit être mis en quarantaine et soumis à une surveillance médicale. Tout ceci doit être fait de manière prompte dans l'esprit d'une bonne connaissance scientifique et sans les tergiversations habituelles. Il faut aussi se rendre à l'évidence que lorsqu'on a des ressources limitées, le meilleur moyen d'action reste la prévention, en faisant recours aux gestes barrières, distance de sécurité, le port du masque, des mesures d'hygiène strictes et recourir à un confinement maîtrisé. La prévention impliquera aussi avoir une alimentation saine et équilibrée pour booster son immunité.
Évitez de consommer trop de sucre, de sel ou de boire du café et des boissons alcoolisées. Le tabagisme aussi est à proscrire. Dormir suffisamment au moins 8 heures par jour. Le manque de sommeil peut causer des dégâts physiques et psychiques. À l'heure où nous sommes, personne ne sait si ce virus va continuer à sévir dans les années à venir. Les recherches pour le développement d'un vaccin continuent. Bon train. Les essais cliniques sont en cours et un vaccin pourrait être disponible d'ici 1 an. La compagnie pharmaceutique américaine Moderna est très avancée dans ce domaine. Mais nous devons là aussi évaluer les risques, les avantages et les inconvénients. Si les chiffres restent ce qu'ils sont et le taux de mortalité est toujours faible, je ne vois pas l'opportunité de soumettre les populations africaines à une vaste campagne de vaccination. Mais là aussi, il reviendra au conseil scientifique de nous édifier en la matière. Alors, nous allons terminer en lançant notre message habituel à Alpha Condé. Alpha, on a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.